Le narcotrafic déferle sur l'Europe et sur la France avec des conséquences très graves, des menaces pour la santé publique et pour la sécurité des Françaises et des Français, comme l'a illustré tragiquement l'assassinat inqualifiable de Mehdi Kessassi il y a quelques jours à Marseille. Face à ce fléau, le gouvernement entend agir avec la plus grande fermeté et dans la continuité de la loi qui a été adoptée au mois de juin dernier, qui dote la France d'un arsenal très répressif contre le narcotrafic, dans la continuité de la coalition voulue et lancée par le président de la République lors de la communauté politique européenne qui s'est réunie en Albanie il y a quelques semaines, je suis venu porter ici à Bruxelles la création d'un régime de sanctions contre la criminalité organisée transnationale. Ces sanctions viseront des criminels réfugiés à l'étranger et leurs soutiens, qu'ils soient responsables de trafic de stupéfiants, de trafic d'êtres humains, de migrants ou de trafic d'armes. Et ces sanctions permettront de les taper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille pour éradiquer le mal à la racine. Elles permettront de geler leurs avoirs, elles permettront de leur interdire l'accès au territoire européen et à toute transaction avec l'Union européenne. Je souhaite que ce régime que je présente aujourd'hui puisse être adopté par l'Union européenne le plus rapidement possible. Je suis venu exprimer notre solidarité à l'égard de la Pologne, qui a été victime d'un acte de sabotage d'une très grande gravité avec la pose d'explosifs qui aurait pu, sur une voie de chemin de fer, engendrer des pertes humaines extrêmement considérables. L'enquête établira les responsabilités de la Russie dans cette affaire et nous nous tenons aux côtés de la Pologne pour prévenir et contrer ces attaques hybrides à l'avenir. S'agissant de l'Ukraine, nous voulons la paix. Les Ukrainiens veulent la paix. Nous voulons une paix juste qui respecte la souveraineté de chacun. Nous voulons une paix durable qui soit entourée des garanties nécessaires pour prévenir toute nouvelle agression par la Russie de Vladimir Poutine. C'est dans cet esprit que nous poursuivons le travail pour soutenir l'Ukraine sur le plan financier avec un prêt de réparation qui mettra l'Ukraine à l'abri de toute difficulté financière pour les 3 années qui viennent. Je souhaite que ce prêt de réparation puisse être adopté avant la fin de l'année. Et puis soutien sur le plan militaire, comme l'a illustré la visite du président Zelensky à Paris ce lundi, où des coopérations en matière d'équipement mais aussi en matière de drones ont pu être actées. Pression sur la Russie avec de nouvelles sanctions que nous adoptons aujourd'hui contre 6 magistrats responsables de procès politiques, contre 4 officiers pénitentiaires responsables de mauvais traitements à l'égard de prisonniers politiques en Russie. Le travail sur le 20e paquet de sanctions, dont nous espérons le voir aboutir avant la fin de l'année. Et puis le travail sur l'entrave à la flotte fantôme, ces navires que la Russie utilise pour contourner les sanctions européennes, mais aussi les sanctions américaines, dont je rappelle qu'elles entrent en vigueur aujourd'hui contre les 2 principales entreprises pétrolières, Lukoil et Rosneft. Et puis notre 3e axe d'effort, soutien à l'Ukraine, la pression sur la Russie, c'est de préparer la paix. Le président de la République a accueilli le président Zelensky lundi au Mont-Valérien à Paris, où se trouve le quartier général de la force multinationale qui est en train, avec une 60aine d'officiers militaires venant d'un grand nombre de pays membres de cette coalition, de planifier la régénération des forces armées ukrainiennes et les forces de réassurance qui pourront être déployées dès le cessez-le-feu obtenu. À Gaza, nous avons salué l'adoption par les Nations Unies du plan de paix des États-Unis et je dénonce les violations du cessez-le-feu intervenues hier qui ont fait un grand nombre de victimes. Toutes les parties doivent respecter strictement le plan de paix des États-Unis qui est désormais endossé par les Nations Unies et la France et l'Europe doivent prendre toute leur part dans la mise en œuvre de ce plan de paix. C'est bien notre intention. Et sur le plan de la sécurité, nous soutenons l'objectif de formation par des forces européennes juste de 3000 policiers, forces de sécurité palestiniennes. Et la France se tient prête à déployer une centaine de gendarmes dans les territoires palestiniens à cet effet. Nous soutenons sur le plan de l'administration et de la gouvernance à Gaza les efforts consistant
à réformer l'autorité palestinienne. Le président de la République a annoncé la création d'un comité conjoint pour avancer le travail de réforme constitutionnelle et institutionnelle de l'autorité palestinienne, pour la réformer et la renforcer de manière à ce qu'elle puisse, le moment venu, prendre ses responsabilités en matière d'administration à Gaza. Et puis enfin, sur le plan humanitaire, nous avons annoncé que notre contribution cette année serait à la hauteur des années précédentes et nous entendons pouvoir, aux côtés de l'Égypte, co-organiser cette conférence dédiée à la question humanitaire et à la reconstruction d'ici la fin de l'année. Un mot sur l'Afrique, où le président de la République a entamé une tournée qui va l'emmener en Afrique du Sud pour le G20, au Gabon, puis en Angola pour le sommet des pays européens et des pays africains. Nous suivons avec une grande préoccupation la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel et plus particulièrement au Mali, où nous avons condamné la détention par les autorités maliennes de notre ressortissant, pourtant sous statut diplomatique, une détention qui a été condamnée à l'unanimité des États membres de l'Union européenne. Nous constatons aussi l'échec absolu de la Russie, qui avait promis aux autorités des pays du Sahel de pouvoir les épauler dans la lutte contre le terrorisme, et le résultat, c'est que partout, le terrorisme progresse. Et puis, un mot sur le Soudan. Après la chute de la ville d'El Fasher dans le Darfour, la situation humanitaire, qui est la plus grave dans le monde aujourd'hui, s'est encore dégradée. Nous avons dénoncé les exactions à caractère ethnique perpétrées par les forces de soutien rapide après la chute d'El Fasher. Nous avons appelé toutes les parties au cessez-le-feu, au respect du droit international humanitaire, et nous avons exigé que les forces de soutien rapide consentent à la trêve humanitaire proposée par les États-Unis. Mais ça n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi je propose aujourd'hui que nous puissions placer sous sanction le numéro 2 des forces de soutien rapide, qui est responsable des atrocités qui ont été commises, parce que de telles atrocités ne peuvent rester impunies. On the Middle East, last week, the Iraqi election have concluded. What message do you have for the party? Vous savez, les élections se sont tenues, un gouvernement doit être formé, la France se tient aux côtés de l'Irak, comme c'est le cas depuis longtemps, et dans les temps prochains, nous espérons pouvoir tenir cette conférence de Bagdad pour sa prochaine édition et pouvoir poursuivre le travail avec les autorités irakiennes pour continuer à renforcer à la fois l'économie et la souveraineté du pays. Monsieur le ministre, une question rapidement. Est-ce que vous avez entendu parler de ce plan de paix acté en négociation entre les États-Unis et la Russie, ou est-ce que vous avez entendu quelque chose de ça? Je vous l'ai dit, nous voulons la paix, les Ukrainiens veulent la paix. Une paix juste, qui respecte la souveraineté de chacun, une paix durable, qui ne puisse pas être remise en question par de futures agressions. Mais la paix, ça ne peut pas être la capitulation. Nous ne voulons pas de capitulation de l'Ukraine, et vous imaginez bien que les Ukrainiens qui résistent de manière héroïque depuis plus de 3 ans maintenant contre une agression désinhibée de la part de la Russie refuseront toujours toute forme de capitulation. D'ailleurs, il suffit de se pencher sur les enquêtes d'opinion qui sont réalisées en Ukraine pour s'apercevoir que le peuple ukrainien rejette absolument toute forme de capitulation. Le principe d'une paix doit commencer par un cessez-le-feu sur la ligne de contact qui permettra d'engager les discussions sur la question des territoires et sur la question des garanties de sécurité. C'est ce que nous avons toujours dit, c'est ce que l'Ukraine a toujours dit. L'Ukraine a marqué sa disponibilité à entrer dans ce type de discussion, l'a fait depuis le 9 mars dernier à Jeddah, et ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui c'est la Russie de Vladimir Poutine qui constitue un obstacle à la paix. What exactly will be their role? Will they be training Palestinian policemen, and where would that happen? We will take our part in the implementation of the peace plan proposed by the United States that we have fully supported since day one. This includes
supporting humanitarian efforts and reconstruction. This includes supporting efforts to establish a governance, to reform the Palestinian Authority, to strengthen it in order for the Palestinian Authority to be in charge when times come. And this includes contributing to the security in Gaza by training and equipping the Palestinian police. We support the objective of the European Union to train up to 3,000 policemen and security forces, and we stand ready to deploy 100 French policemen in Palestinian territory to contribute to this European objective. Monsieur le ministre, une dernière question sur le Sahel. Est-ce que vous pensez avoir la même vision pour cette région que les autres États membres? Je pense que personne ne me contredira ici, à Bruxelles, lorsque je dis que la Russie a échoué à tenir ses engagements pris auprès des autorités des pays du Sahel, de leur permettre de contenir la progression des groupes terroristes qui aujourd'hui au Mali encerclent la capitale et opèrent un blocus énergétique qui menace la stabilité du pays et la sécurité de celles et ceux qui y vivent. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, tous les pays membres de l'Union européenne ont dénoncé la violation par les autorités maliennes, par la détention de notre compatriote sous statut diplomatique, de toutes les règles, de tous les statuts internationaux qui protègent les personnels diplomatiques autour du monde, quel que soit le pays. Donc je crois que ce que j'ai dit trouvera un écho extrêmement important dans l'enceinte du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il est toujours bon que des discussions puissent avoir lieu, à condition qu'elles soient structurées de la bonne manière. Et comme je le disais, like I just said, discussions should start with a ceasefire on the contact line that allow for negotiation on the question of territories, on the question of security guarantees. We have said that, the US have said that, President Trump has said that, and Ukrainians are ready for this. The only obstacle to such the ordered discussions so far is Vladimir Putin. Minister, has the situation in Gaza damaged relations between Israel and France? I think that we are all pursuing the same goal here, peace and stability in the Middle East. France, with Saudi Arabia, has led an international effort to design a formula aimed at condemning Hamas, calling for its disarmament, exclusion of all future role in the governance of Gaza in the future, and to invite Arab countries of the region to express their willingness to establish normalized relationship with Israel and to enter alongside Israel and the future state of Palestine in a common regional architecture. Our efforts with Saudi Arabia have led to the first condemnation of Hamas at the United Nations. All our efforts are aimed at providing security for Palestinian, but for Israeli long term. And this is the spirit in which we intend to cooperate with the Israeli authorities as we take part in the implementation of the American peace plan that they have themselves adopted. What do you think about Stephen Witkoff and his influence in the peace process? Again, discussions are needed for us to reach a just and durable peace in Ukraine. They should start with a ceasefire on the contact line that allow for orderly discussions on the question of territories and security guarantees. But what does it practically mean for Moldova to be part of the Schengen military concept, even as an observer? But what does it practically mean? It's a new step in the direction of accession to the European family. The Moldovan authorities have done a great job in doing the efforts, making the reforms necessary for such an accession. We have supported them despite of huge pressure by Vladimir Putin and Russia, including on the political process. And so we
welcome this entry and this new development that is consistent with the Moldovan people aspiration to accessing the European family. Minister, and on Georgia, Minister. I mean, this is not the first big peace plan that we've heard about in the media, but doesn't this describe the problem that the Americans, the Russians, and Ukrainians are negotiating, and the Europeans are reading about it in the media? The Europeans are playing a very significant role in this process. The best illustration for that is the decisions we're taking today on sanctioning Russian officials, the preparation of the 20th package of sanction, our work on the shadow fleet. This is for pressure on Russia, and our work to support Ukraine with the preparation, the reparation loan that is currently being negotiated here in Brussels, and that hopefully will be adopted by the end of the year. These are very structural dimensions of the issue that Europeans are working on. Minister, and on Georgia also, how do you evaluate the situation in Georgia? Because we have daily new and new repressive laws. So can we expect some steps from you? And what will be your message to Georgian people and civil society and independent media? So on the messages to the Georgian people, we praise their dedication to freedom and democracy. And as far as the authorities are concerned, we have had several occasions. I have had several occasions to express our views directly to those that are concerned. One more question on Palestine. The Palestinian donor group is coming together today for the first time to also talk about financial contributions. Who exactly is all this money, all those contributions supposed to go in Gaza? Well, there is much to be done in terms of strengthening the Palestinian Authority, in terms of providing humanitarian help, development aid, and aid to reconstruction. This meeting of the Palestinian Donor Group will be a key building block of the International Reconstruction Conference that we will co-organize with Egypt, and that hopefully will take place before Christmas. Thank you very much. Merci. So I've been standing here so many times stressing the importance of increasing the support for Ukraine and putting more pressure on Russia. But the truth is that the support to Ukraine is not big enough, but the support to Russia is too big. So what do I mean by this? Then, since the full-scale invasion, the European countries and Europe has supported Ukraine with 187 billion euros. During the same period, we have imported Russian oil and gas to an amount of 201 billion euros. And then, if you add the other imports, then the total is 311